Un grand dessinateur de bande dessinée français. Fred Perna, grand scénariste. Grand scénariste. 1m85. Voilà. C'est sympa, bien que bon, caractériel, mais sympa. Je sais pas quoi dire par rapport à ça. C'est logique quand tu es scénariste, tu es scénariste. Voilà. Moi j'ai toujours eu plutôt envie de faire de la BD, on va dire, réaliste. Mais ça m'a bien amusé de faire du Joe Bartim ou Tuning Maniac. À une époque où c'était pour moi rigolo et où c'est une question de contexte. Les gens avec qui je travaille sont plus importants que les sujets que je traite. Voilà. Donc en l'occurrence, à cette époque, c'était vraiment une histoire de rencontre. Laure et le sang, pour moi, c'est ma première aventure en BD. Je voulais faire de la BD depuis un moment, je connaissais Merwan, on était potes, on a bossé dans l'animation ensemble. Lui, il faisait déjà de la BD, il a entendu parler de ce projet, il a accepté de le faire, mais comme c'était un gros projet, il avait déjà du boulot à côté, il m'a demandé, sachant que moi je voulais en faire, qu'on le fasse ensemble. Donc j'ai accepté. Le deal, c'était qu'on était deux dessinateurs, donc c'est très particulier. Moi, là-dedans, on s'est réparti les tâches assez simplement. J'ai fait toute la mise en scène, le storyboard, tout ce qui est mise en scène, crayonné. Lui a recevé ses planches crayonnées, il ancrait lui-même avec son propre style sur le dessin que je proposais, le découpage. En fait, c'était un projet choral, ils étaient deux scénaristes, on était deux dessinateurs, parfois même deux coloristes. Donc c'est un gros projet, mais c'était sympa pour se mettre un pied dans la BD, c'est quand même assez luxueux. Et après j'ai fait mes preuves, ça m'a rassuré aussi sur le milieu. Et tout de suite après j'ai enchaîné sur mes propres BD. Et voilà, on s'est rencontrés par la suite, naturellement, sans décider de bosser ensemble, on est devenus potes et puis on a compris qu'on avait plein de trucs à dire ensemble. Kersten, c'est particulier parce que c'est effectivement une période charnière où justement il y a eu cet épisode de cet éditeur 12 bis qui périclitait et en même temps ça correspondait à un moment où on avait envie de faire des choses plus personnelles. Il se trouve que moi j'avais été depuis longtemps, j'avais lu le bouquin de Kessel, Les mains du miracle, qui m'avait, comme beaucoup de gens, beaucoup touché. Et puis voilà, à ce moment-là, on cherchait avec Fabien un point pour se relier. On était tous les deux sensibles au sujet de cette période. Et voilà quoi. Kersten justement ressortait en édition de poche pour la première fois. Je suis retombé dessus une après-midi, j'étais avec Fabien et on s'est dit mais on va faire ça quoi. On va travailler cette idée de base et voilà. Comme nous notre principe est toujours le même, on part de quelque chose de réel avec une véritable portée historique mais surtout qu'il puisse y avoir un point d'ancrage sur autre chose en fait, c'est ce qui nous intéresse, ce qui nous permet à la fois de broder, de rajouter un côté romanesque mais surtout je trouve qu'il y a un parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui en fait, c'est ça qui m'intéresse, comme dans Forçat. C'est deux destins croisés, celui du premier grand journaliste reporter qui a même presque inventé le terme de reporter. À l'époque les journalistes étaient plutôt sédentaires. Albert Londres, donc, qui lui met en place le principe du grand reportage et qui dans le cadre d'un de ces grands reportages part au bagne de Cayenne, est horrifié par la situation et par ce qu'il découvre et rencontre un bagnard, Eugène Dieudonné, qui est donc accusé d'avoir participé à la bande à Bono. En fait, il se rend compte que ce type est intelligent, qu'il est probablement innocent, et il va lancer une grande enquête pour essayer d'aider ce gars à être réhabilité. Moi, le sujet m'a vraiment passionné, et puis d'un point de vue purement journalistique, moi je suis journaliste à l'origine, c'était intéressant de refaire un petit peu cette enquête et de partir des nombreux articles qu'on a pu retrouver, notamment dans le Petit Parisien, sur cette époque, le contexte, et puis d'essayer de trouver le fil et presque de réouvrir l'enquête, voilà, de savoir comment un type comme Dieudonné a pu être accusé. À moi, je n'ai aucun doute sur cette question. Moi, j'ai pas été le premier à le réhabiliter, puisque heureusement, depuis la société a fait volte-face. Mais quand on parle d'Eugène Dieudonné, il y a encore des gens qui disent « Ah oui, Dieudonné, le type de la bande à Bono ». Nous, on est vraiment mauvais en bande dessinée, on est des mauvais élèves. Donc, non, je ne connais pas la série. Mais tout ce qui traite du bagne nous intéressait à cette époque, parce que c'est un contexte qui est quand même super intéressant. Et puis, ça a un vrai... ça se reflète bien avec le traitement aujourd'hui du milieu carcéral et les conditions générales de comment est-ce qu'on fait appliquer une loi, comment ça se traduit, et où commence l'inhumanité et où est-ce que ça s'arrête. Voilà, c'est Fabien qui va vous répondre, mais il a une
vraiment une palette très très large qui lui permet de dessiner n'importe quoi. C'est un dessinateur, donc il peut dessiner n'importe quoi, n'importe où et sans être obligé d'y aller. C'est vraiment ça qui... Large charge de doc, hein, c'est la moitié de mon boulot en fait, ce genre de truc. Et après, je suis pas esclave de la doc. Je m'autorise aussi des réajustements, des adaptations qui m'arrangent graphiquement. Voilà. Mais je joue beaucoup sur les ambiances sur Forza, c'est-à-dire que c'est pas aussi linéaire que Kirsten. C'est plus, comment dire, c'est plus expressionniste, un peu prétentieux, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que je joue sur les masses d'ombre plus que sur les détails. Voilà. Tant que c'est pesant, ça me va. En fait, c'est marrant parce que cette question de la crédibilité, aujourd'hui, elle est vraiment au cœur de la question de la bande dessinée, du débat. En fait, nous, vraiment, on n'est pas là, on ne cherche pas un alibi culturel ou on n'est pas là pour prendre la place des historiens ou des professeurs à l'école. La bande dessinée, c'est une fenêtre sur autre chose. C'est-à-dire que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont attachés, je le vois sur vos sites, j'y vais souvent fureter. Même si c'est difficile quand on est auteur d'être confronté à ça, mais voilà. Je vois bien que les lecteurs, des fois, ils s'attachent à des points de détail, en disant « Ah mais c'est pas tel fusil, ou c'est pas tel machin », ils sont scandalisés, horrifiés. Nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour raconter des histoires, divertir les gens, et surtout, passer un relais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que souvent, dans ce genre de bouquins, je mets une bibliographie, et puis, à la fin du livre, on fait intervenir, là en l'occurrence des historiens. C'est parce que moi ce qui m'intéresse, c'est que les gens ils se disent « Ah ouais mais lui il a trouvé les articles d'Albert Londres à tel endroit » et le lecteur il va regarder. Moi on n'est pas historien, Fabien on n'attend pas de lui qu'il dessine le bagne tel qu'il était. Il dessine le bagne dans ce qu'il reflète de plus visuel, mais il faut que ça fasse travailler l'imaginaire. Si vous servez au lecteur tout cuit, tout rôti, quelque chose, ça n'a pas de saveur. Nous, on n'est pas des profs d'histoire, on n'est pas... Fabien, c'est un grand dessinateur qui apporte quelque chose en plus. Et c'est quelque chose en plus qui fait que Forza est remarquable en dessin. Le sujet, c'est l'humain, c'est pas le bagne. C'est la situation d'un homme là-bas, dans ce contexte. Parce que le bagne, il y a plein de trucs à raconter, il y a différentes époques. Sinon, effectivement, il faut acheter les bouquins d'Albert Londres, qui lui, avec un style implacable, vous raconte l'horreur du bagne dans toute sa cruauté. Et là, pour le coup, on est content, on se dit, voilà, je sais ce qu'était le bagne. Si on lit une bande dessinée, c'est pour avoir un peu de ça, un peu de saveur, un peu de Fabien Bedouel, un peu d'esprit de l'époque. Je serais un peu prétentieux si je m'identifiais à Albert Londres, mais comme chaque type qui a eu une carte de presse dans sa vie, on a tous un modèle un petit peu Albert Londres. Moi quand je pars, ça m'arrive plus trop parce que je fais quasiment que de la BD, mais je suis parti récemment en reportage, j'ai plus vécu les choses de la même manière parce que j'avais toujours ça en tête. Même si aujourd'hui, Albert Londres, d'un point de vue strictement professionnel, on va dire déontologique, tel qu'il est enseigné dans les écoles de journalisme, ça ne marcherait pas. Il n'avait aucune distance par rapport à son sujet. Il a interféré avec la société publique puisqu'il s'est servi du bagne d'un point de vue politique parce qu'il voulait faire basculer le gouvernement. Tout ça, déontologiquement, c'est impossible aujourd'hui. Et puis il mettait beaucoup d'affect, il s'est pris d'affection pour Eugène Dieudonné qui est devenu plus qu'un sujet. Ça, c'est pas possible quand on est journaliste. Sinon, on fait un article et après, on se suicide. Mais on a tous envie de lui ressembler. C'est drôle parce que les gens pensent à Frank Miller, d'autres à Mignola, voilà, plus Mignola en ce qui me concerne. Ouais, je respecte énormément le travail de Frank Miller. Mais là, il se trouve que c'était Mignola parce que c'est un dessinateur qui me fascine. Au niveau de son graphisme, c'est dingue, sa gestion des noirs et blancs, son évolution graphique aussi. Le premier Hellboy jusqu'au dernier, c'est pas les mêmes. Je sais pas, moi il y a un truc qui me fascine là-dedans, mais là, c'était l'occasion. Après, ça a dû faire peur à certains lecteurs. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas passés très sombres, je me reconnais. Les couleurs aussi, ça aide pas parce que ça plombe encore, mais en même temps, elles sont belles les couleurs et le travail de Florence est bon. Enfin voilà, c'est ce qu'on voulait faire, donc il n'y a pas de regret. C'est pas planté, c'était volontaire. Mais je pense qu'on a perdu pas mal de monde en route avec ça. Mais ça collait au sujet, c'est pas gratuit. Je voulais faire, c'est comme la représentation de la forêt, la jungle. Je dessine pas des plantes qui existent en fait, c'est juste des formes agressives, pointues, une espèce de muraille. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais il n'y a rien de réaliste là-dedans. À la fois, les personnages, j'essaie de les rendre un petit peu réalistes.
journaliste. Donc c'est un mix entre les deux. C'est dur à expliquer, ça s'est mis en place tout seul en fait. Mais on a pris un risque assumé. En fait, là, on s'est fait plaisir. On s'est dit, puisqu'on a un éditeur qui joue le jeu, les arènes, c'est super pour ça, parce que eux, ils ont ce poids historique et le fait qu'ils sont dans la littérature et que justement, ils ont l'habitude des journalistes qui travaillent avec eux, des gens qui ont eu le prix Albert Londres. Ils nous disent, allez-y, faites ce que vous voulez. Ce qu'on veut, nous, ce qu'on avait envie d'expérimenter à ce moment-là, c'est ce style. Et ce style graphique colle parfaitement, je trouve. Même si on perd des lecteurs, mais c'est pas grave. C'est pas ça l'important. On fait pas des BD pour être les champions du monde ou pour avoir le prix de je sais pas quoi. C'est pas notre objectif. Alors, pas uniquement, mais on traite d'un personnage historique. Un peu à la manière, pour faire un parallèle, on est plus sur la film de Kirsten que dans la veine de Forza, graphiquement plus proche de Kirsten aussi. Et je vous le montre en avant-première, j'ai pas le droit de le faire. C'est ça. Bon, bah, voilà. C'est ça. Ok. Voilà. C'est beau, hein. Voilà. Et vous le verrez jamais celui-là. C'est un collector, il n'y en aura qu'un exemplaire. Puisqu'ils sont partis au pilon, 15 000 exemplaires au pilon. Parce qu'il y avait un défaut d'impression. J'ai lu, pas sur votre site, mais sur d'autres, des trucs ahurissants sur les forums, qui disent qu'en fait, on l'a pas sorti parce que je me suis rendu compte que j'avais écrit des bêtises, je sais pas quoi. Donc c'est faux. Il sort pas parce que donc il y a ce défaut d'impression que je vous montre. Je suis obligé de prouver maintenant. Et, oh, c'est pas beau, hein. Il y a des fils qui dépassent. Et quand on est rue de Sèvres, qui est un bel éditeur, on ne veut pas vendre un bouquin à 15 000 exemplaires dans cet état. Donc ils ont tout pilonné, ça devait sortir pour Quai des Bulles. Et donc ça est repoussé à Angoulême. Ça sera exactement le même, à 2-3 détails près, puisque du coup, quand on nous a laissé la chance, Fabien a pu reprendre des choses qui ne lui plaisaient pas. Et ça sera sur 3 albums, et ça raconte l'histoire d'Arnan, qui était l'un des pires collabos que la France ait connu. C'est une très belle histoire, je trouve, qui met en parallèle, là encore, 2 destins. Et puis là, on n'attend pas ce personnage qui a été le soldat le plus décoré de la Première Guerre mondiale, puisqu'il a été fait artisan de la victoire, comme seulement 2 autres hommes auparavant, Foch et Clémenceau. En 1940, ça devient encore un héros incroyable, et puis d'un seul coup, il bascule. Donc c'est un peu la plongée au cœur de cette... avec un dessin qui est très différent de Forza. Enfin, on est bien ensemble. Moi j'ai des envies de projet parce que j'ai envie d'écrire mes propres histoires, mais après je suis pas pressé dessus. C'est vraiment des envies, parce que j'ai toujours envie de ça, mais vu comme ça se passe entre nous, honnêtement j'ai pas de frustration à ce niveau-là. Et on s'entend bien, c'est des vrais allers-retours, je suis pas son dessinateur, c'est pas mon scénariste, on s'appelle, on se voit tous les jours, on discute de tout, un sujet pas choisi au hasard, ça nous correspond tous les deux. Mais là on n'a pas envie en fait, nous, je pense qu'on est d'accord, de s'enfermer dans la BD historique. Moi ça me plaît, clairement, mais j'ai fait que ça jusqu'à maintenant, et mes références en BD, même si j'aime ce thème-là, c'est pas du tout ça, j'ai pas fait de la BD pour faire ça, pas faire que ça. Mais j'aime aussi la vraie fiction, quoi. Moi, je veux créer des personnages de toutes pièces, des véhicules, des décors, pas forcément SF tout de suite, mais plus de liberté dans le... Là je suis l'esclave de la doc, et Pat aussi, et quand on veut raconter un truc scénaristiquement qui nous botte ou en mise en scène, voilà, on est arrêté par la crédibilité du sujet, quoi. On doit pas raconter n'importe quoi. Donc ça en fait on a un léger blocage à ce niveau-là, niveau liberté. Mais après... Non mais c'est sûr qu'ensuite si... Alors, je sais pas, c'est difficile de parler de l'avenir, mais en tout état de cause, nous, notre envie aujourd'hui, c'est de passer radicalement à autre chose, d'aller expérimenter un nouveau terrain. Donc, oui, faire un truc de science-fiction dans un univers qui nous plaise, pas avec des vaisseaux spatiaux, mais une forme de science-fiction, en tout cas, assumée, et proposer quelque chose de radicalement différent encore. Et en plus, Fabien, lui, il a un vrai style presque manga, enfin, il a des influences Otomo, tout ce qui est mouvement, cadrage, mise en scène, c'est là où c'est vraiment super fort. Donc il faut que les gens y voient ça un jour. Ouais, c'est Otomo, hein, comme il a dit. Otomo, ça me fascine. C'est grâce à ce mec que j'ai découvert la BD qui m'a donné envie de faire de la BD. Je connaissais les BD de mon père qui sont très bien, mais j'ai jamais eu le déclic. Là, Otomo, c'était une claque. Et donc c'est pareil. C'est toujours la même chose. Je veux voir ce qui s'est passé dans sa tête pour arriver à faire
à la fois un scénario aussi brillant, aussi riche, et jamais se répéter dans la mise en scène. C'était il y a 30 ans, juste ça, la mise en scène française. C'est toujours d'actualité, c'est même encore en avance. Pour moi, voilà, je veux voir ce qui se passe dans sa tête. Moi, je vais voir ce qui se passe dans la tête de Fabien Benouel, parce que c'est tellement... wow. La réponse de... C'est le seul truc que j'ai envie de savoir. Le reste, j'en sais rien. C'est trop facile quand même. Non, je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Il y a tellement d'auteurs que j'admire et dont globalement, tous les gens que je lis, je me dis mais quel talent, j'aimerais tellement être comme eux. Donc, j'en sais rien.